Bonjour, bienvenue à cette formation sur la coopération intermunicipale. On est bien content de vous accueillir dans le cadre de la trousse de l'élu en loisirs. Euh, on a fait ces formations-là, en fait, pour s'adresser principalement à des petites municipalités. La réalité est souvent différente des grandes villes. On a du contenu là, qui s'étale sur plusieurs formations. On a une introduction au monde du loisir sur le site éluloisir.com. Avec les formations, là, on essaie d'aller un petit peu plus loin puis de développer un petit peu plus les concepts et les contenus pour un peu dynamiser aussi le concept. Voilà, je vous présente ce soir Émilie, qui est agente de développement à Chaudière-Appalaches, à l'unité de loisirs et de sport, et une ancienne aussi agente de développement dans une municipalité, dans une petite municipalité en fait. Je vous laisse avec elle. Elle va se présenter et démarrer la formation. Super, merci Audrey pour la petite présentation. Je vais partager la présentation de ce soir. Mais pour commencer, c'est ça, comme Audrey l'a mentionné, je vais débuter par une petite présentation là, rapide de qui suis-je. Ça, je m'appelle Émilie Lacoste, je suis agente de développement à l'unité régionale de loisirs et de sport de Chaudière-Appalaches depuis déjà un petit peu plus de 5 ans. Mais d'où que je proviens? Premièrement, je suis diplômée de la technique d'intervention en loisirs du Cégep de Rivière-du-Loup. Puis dès que j'ai terminé ma technique, j'ai eu la chance d'avoir un poste à titre de technicienne en loisirs dans une municipalité rurale d'environ 1500 habitants. J'ai eu la chance d'y travailler pendant environ 3 ans. Ça a été très, très, très enrichissant comme expérience de travail pour ensuite me diriger vers une entente intermunicipale de 6 municipalités rurales, vraiment situées au sud d'un territoire, environ à 45 minutes, 1 heure d'une ville-centre. On était vraiment un petit peu plus éloigné à ce niveau-là. Puis maintenant à l'URLS. Puis dans le cadre de mon poste actuel, j'ai la chance de travailler avec les municipalités de la région de Chaudière-Appalaches, que ce soit par le biais de l'accompagnement, de la formation, vraiment pour tout type d'accompagnement quelconque là, auprès du monde municipal. Que je suis vraiment choyée d'être ici ce soir avec vous pour la formation. On va débuter par le plan de formation. Comme je viens de vous mentionner, la formation est répartie en 5 portions. Le premier point qu'on va discuter ensemble, ça va être le loisir. Aussi simple que qu'est-ce le loisir? C'est une question simple, mais qui n'est pas si simple en même temps. On prend le temps de démystifier ensemble, c'est quoi le loisir pour partir sur les mêmes bases là, pour la suite de la formation. Par la suite, on va se diriger vers les conditions essentielles à la réalisation d'un projet de coopération intermunicipale. Il y a des éléments à prendre en considération au niveau de la mise en place d'une entente si on veut s'assurer qu'elle soit durable et pérenne dans le temps, parce que c'est toujours l'objectif. Puis ensuite, je vais vous présenter 3 initiatives qui ont été développées au Québec. Je sais qu'il y a plein d'initiatives portant sur la coopération intermunicipale au Québec, mais j'ai vraiment sélectionné 3 éléments à vous présenter. Puis par la suite, je ne vous laisse pas partir les mains vides. Je vais vous présenter également les ressources qui sont disponibles pour vous, les ressources qui sont là pour vous aider. Puis je vais vous présenter également les prochaines formations là, au niveau les formations comme ce soir, là, les prochaines à venir. Je vais prendre le temps de vous les présenter. Mais comme vous l'avez dit, le loisir, c'est très large. Le loisir, dans chacune des municipalités, c'est différent. C'est vraiment selon la saveur locale que vous avez chez vous. Puis, ce qui est intéressant dans ce que vous avez mentionné, c'est que le loisir, il y a le volet sportif. Et on voit justement les piscines, il y a le volet culturel. On a autant les aînés, les enfants. Le loisir, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé au niveau de la culture, mais des sculptures sur neige l'hiver, c'est du loisir culturel également. On voit la piste cyclable, c'est du loisir, l'aménagement de pistes cyclables dans vos communautés. Ça touche autant les saines habitudes de vie, les déplacements actifs, mais aussi du loisir pour monsieur tout le monde qui veut aller bouger dans un environnement sécuritaire. Fait que le loisir, comme je vous dis, c'est rassembleur, ça touche la mobilisation citoyenne, ça touche un petit peu tout. Puis encore ici, quelques images là, pour vous inspirer sur le loisir.
On voit vraiment le milieu plus sportif encore, le milieu culturel. L'image en bas à gauche, je tenais à vous la présenter. C'est une image d'un aménagement d'une cour d'école. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas municipal. Oui, c'est municipal aussi. Dans ce cas-ci, c'est une petite municipalité rurale d'environ 500 habitants que la municipalité, en collaboration avec l'école primaire, ils ont travaillé ensemble pour aménager une cour d'école qui sert également de parc municipal. Je tenais à vous le présenter parce qu'aujourd'hui, on va parler surtout de coopération intermunicipale. Mais sachez que c'est possible, c'est essentiel de faire des coopérations à l'interne même de votre municipalité, d'assurer une cohésion, un développement social optimal aussi chez vous. Quand on veut, on peut, puis il existe des programmes financiers pour venir vous soutenir. Ce n'est pas ce qui manque présentement. Ah, tiens, justement, il y a Julie qui mentionne que dans un projet d'aménagement de cours d'école, justement, dans sa municipalité. Ici, reprenons où ce que nous étions rendus. C'est la petite partie de théorie, mais que je me dois de vous présenter aujourd'hui. Parce que quand on parle de loisirs, on parle aussi de compétences municipales. Depuis 2006, il y a eu une modification au niveau de la loi sur les compétences municipales. Puis au niveau de cette modification-là, c'est qu'il y a eu l'ajout de la compétence du loisir, de la culture, les activités communautaires, les parcs auprès des municipalités. Ce qui fait en sorte que les municipalités maintenant sont autonomes dans le déploiement de leur offre en loisirs. Cependant, ce que je dois vraiment prendre le temps de mentionner, ce n'est pas une obligation d'offrir ce service-là auprès des citoyens. Comparativement à l'accès à l'eau potable, comparativement aux services incendie, comparativement à la sécurité publique. Mais les municipalités ont la compétence pour agir dans ce domaine-là. Puis je vous dirais, je ne vous le cacherai pas, là, si vous êtes ici ce soir, vous le savez comme moi, en 2023, les municipalités, si elles décideraient du jour au lendemain de ne plus offrir de loisirs, automatiquement, il y aurait impact auprès du développement de leur communauté, que ce soit la disparition des camps de jour, que ce soit la disparition de tous les parcs espaces verts, des trottoirs déneigés pour se déplacer activement. Fait que c'est plein d'initiatives qui sont wow dans les municipalités, mais que les municipalités se doivent quand même d'offrir ce type de service-là auprès de leur population. J'irai plus loin en détail, là, un petit peu plus loin. Mais c'est ça, depuis 2006, les municipalités ont compétence d'agir dans ce domaine dorénavant. Je vous ai présenté rapidement tantôt qu'est-ce le loisir. Je vous ai partagé des belles images, des photos. Vous m'avez fait part aussi pour vous, qu'est-ce le loisir. Mais je voulais quand même passer à travers les différentes sphères qu'on appelle le cadre de déploiement en loisir. Quand on parle de loisirs, automatiquement, c'est sûr qu'on pense aux espaces, aux infrastructures. C'est ce qu'on voit. On va penser à nos arénas, on va penser à nos terrains de tennis, on va penser justement, tout à l'heure, madame, vous avez parlé du pickleball, nos piscines extérieures, etc. Fait que ça, c'est le premier élément quand on pense aux loisirs. On va penser aussi aux programmations. Ça arrive souvent, quand elle embauche un professionnel en loisirs dans une municipalité, ça arrive souvent que la première tâche va être développer la programmation de loisirs. Est-ce qu'on en a pour toutes les différentes stades d'âge? Est-ce qu'on répond aux besoins de la population? Les cours de Zumba, les ateliers de cartes aussi, là, tout à l'heure, on en parlait. Ça fait partie du programme de la programmation de loisirs. Il y a des événements également qu'on prend en considération. Je voulais m'attarder un petit peu plus sur les 3 autres points, parce que c'est les 3 autres éléments qu'on oublie souvent. Le premier, service professionnel, matériel et financier. À ce niveau-là, c'est avoir des ressources formées sur place. Le fait d'avoir des ressources compétentes dans vos municipalités va favoriser un développement optimal au niveau du loisir chez vous. Ensuite, au niveau de, oui, le professionnel en loisir, mais des fois, c'est d'avoir des ressources pour entretenir vos espaces, avoir des ressources pour soutenir lors de la planification, lors de la réalisation d'un événement également. Fait que c'est tout type de ressources. Puis un autre élément aussi, c'est tout ce qui touche vos bénévoles. Du loisir sans bénévoles, ce ne serait pas le loisir d'aujourd'hui. Vos gestionnaires d'OSBL, vos bénévoles qui font quelques heures par année, qui vont faire quelques heures pour vos événements, vos festivals, etc., ce sont des ressources extraordinaires auprès de votre communauté. Puis l'autre élément, au niveau du loisir, c'est toute la communication, la promotion,
la consultation, la veille également, que ce soit la réalisation de consultations publiques en loisirs. Puis au niveau de la communication, un élément qu'on met souvent de côté, ça arrive souvent que c'est moi, j'ai transmis la programmation de loisirs dans mon journal local, oui, mais c'est quoi le feedback qu'on a des citoyens? Est-ce que la communication se fait des deux côtés ou est juste la municipalité vers les citoyens? Donc ça aussi, on essaie de le garder en tête là, pour la suite. Puis l'autre élément, c'est qu'au niveau du loisir, c'est tout ce qui touche sur le design de votre municipalité. Quand vous refaites un plan au niveau de l'urbanisme, un plan d'aménagement, c'est important de prendre en considération le volet loisir. Est-ce que la localisation de vos infrastructures à venir ont été réfléchies? Est-ce que les déplacements sécuritaires entre les quartiers pour se rendre au petit parc municipal est réfléchi? Est-ce que les enfants doivent traverser une route numérotée où ce qu'on a des gros camions de vannes de bois qui passent à chaque jour pour avoir accès au parc? Fait que c'est tous des éléments à prendre en considération qui touchent le loisir. Il y a des municipalités également au Québec qui commencent à autoriser l'autorisation à jouer dans les rues. On voit des signalisations qui commencent à apparaître à certains endroits, entre telle heure et telle heure. Attention, pratique libre, jeu libre dans les rues du village, entre telle rue et telle rue. Fait que ça aussi, c'est du loisir. Un déneigement des trottoirs. On n'y pense pas toujours, mais c'est une plus-value au niveau du loisir dans votre communauté pour favoriser les déplacements, pour assurer une sécurité aussi des gens qui vont les utiliser. Fait que tout ce que je viens vous présenter là, c'est gros. Le loisir, c'est large. Le loisir est au-delà de la programmation et au-delà des événements. Fait que c'est vraiment l'élément que je veux que vous gardiez en tête là, pour la suite de la formation. Ici, au niveau du loisir pour la municipalité, je vous ai dit tout à l'heure que le loisir, c'est une compétence municipale. Puis des fois, à certains moments, on se dit, ouais, mais le loisir, c'est quoi que ça emmène de plus dans notre communauté? Mais sachez que le loisir, c'est le 5e facteur de localisation au niveau des industries et des commerces, selon une étude qui a été faite dans les dernières années. Au-delà d'offrir un service à la population, les entreprises actuellement, les entrepreneurs cherchent un milieu de vie adéquat parce qu'ils savent que ça va être beaucoup plus facilitant d'aller chercher de la main-d'œuvre pour venir travailler avec eux. Ça, c'est un des éléments qui parle beaucoup. Assurément, c'est un des facteurs d'attraction des familles et de la main-d'œuvre qui se fait rare. Il y a aussi l'ingrédient de base là, de la qualité de vie physique, sociale, culturelle. Ça, on en a parlé tout à l'heure aussi. Puis, le loisir, c'est un lieu où on discute ensemble. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu où on peut développer le sentiment d'appartenance. Puis c'est un lieu également où on exerce les saines habitudes de vie. Est-ce que ça va pour l'instant? Avez-vous des questions? Ça va? Super. On va débuter directement dans le volet concret. Le volet, mettons, du pourquoi de la coopération. Ce que je viens de vous présenter, vous avez pu le constater, le loisir, c'est large. Le loisir demande une grande expertise. Le loisir demande un certain investissement également, que ce soit en temps, en ressources humaines, en prêt de matériel, en prêt de locaux, etc. Le pourquoi de la coopération, bien, c'est que de un, la municipalité doit prendre en considération sa capacité de payer et doit faire des choix en priorisant. Je souhaite qu'un jour, il y ait une municipalité qui me dise « Émilie, j'ai un budget illimité, je peux vraiment déployer le loisir comme je le souhaite. » Mais réalistement, ce n'est pas possible. Vous avez une certaine capacité de payer à respecter, puis vous devez faire des choix et de prioriser selon la réalité de votre municipalité. Parce que chez vous, si vous êtes une municipalité de 2500 habitants ou l'autre municipalité qui est de 500 habitants, ou à côté, vous avez une ville, exemple comme ici au niveau de Sherbrooke, vous avez toutes des réalités différentes. Il faut vraiment être en mesure de respecter ses propres capacités. La municipalité a une limite organisationnelle également à respecter. Vous n'avez pas nécessairement accès à toutes les ressources humaines que vous le souhaitez, dû à des capacités financières limitées. Mais vous avez quand même une certaine limite à ce niveau-là. Puis, au niveau de l'autre élément, c'est que la municipalité a une capacité limitée à maintenir des infrastructures et des programmes. Pour y arriver, exemple en milieu rural, 1500 habitants, nous autres, on a une programmation dans laquelle on retrouve 100 activités différentes, mais c'est impossible. C'est impossible de maintenir en place toutes ces activités-là. Vous n'avez pas le bassin
nécessairement pour remplir tous les cours, tous les événements. Fait que là aussi, vous avez une certaine capacité limitée. Au niveau de la coopération, le pourquoi, c'est que la municipalité doit quand même maintenir et attirer de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises pour assurer sa vitalité. Je ne vous cacherai pas, vous le savez comme moi, un des revenus les plus importants auprès des municipalités, c'est tout ce qui touche les taxes municipales. Fait que vous avez quand même un devoir d'offrir un service de qualité pour s'assurer que les citoyens viennent chez vous, ce qui fait en sorte que vous avez un revenu supplémentaire que vous pouvez réinvestir davantage par la suite dans vos communautés. Puis, les besoins provenant de la population sont grandissants. Je vais vous présenter cette petite image-ci. J'aurais pu mettre une toile d'araignée. Je vais simplement vous présenter rapidement comment les citoyens vivent le territoire aujourd'hui, comment ils vivent leur territoire au-delà de la limite d'où ils vivent. Concrètement, exemple, le petit citoyen là, qui habite ou la petite maison, bien, il va avoir accès à un parc de quartier à proximité de chez lui, parce que le parc de quartier, c'est un service quand même local. C'est un service qu'on devrait retrouver généralement dans la majorité des municipalités. Ensuite, les arbres, quand on est capable d'avoir un lieu de plein air dans nos propres localités, une bibliothèque, un espace vert, qui pourrait être utilisé pour jouer au soccer de manière récréative, pour jouer au frisbee, avoir des équipements en libre service, pour vraiment un loisir de proximité, un loisir local. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, ou du moins on parle, puis on s'en va vers là, au niveau du loisir en coopération intermunicipale. Mais il ne faut pas oublier que la coopération intermunicipale, c'est complémentaire à l'offre locale. L'objectif, ce n'est pas de faire mourir ce que vous faites actuellement chez vous, mais de bonifier ce qui se fait déjà actuellement. Je ne dis pas que c'est nécessairement le cas chez vous, mais en milieu rural, ça arrive souvent que le citoyen va aller faire l'épicerie dans le centre, dans la ville-centre à proximité. Vont aller utiliser des soins de santé dans la municipalité avoisinante. Ils vont se diriger vers l'établissement scolaire, que ce soit l'école primaire dans sa municipalité ou dans celle avoisinante, puis l'école secondaire qui, dans certains cas, est à 15-20 minutes de route. Puis les services financiers également. Aujourd'hui, en 2023, les citoyens vivent le territoire. Les citoyens vont se déplacer pour consommer du loisir. Ça, c'est certain. Puis actuellement, au niveau des études, on démontre qu'un citoyen peut faire approximativement jusqu'à 20 minutes pour consommer du loisir. C'est sûr que si on parle du loisir, exemple, une salle de spectacle, dans certains cas, ils vont se rendre plus loin au niveau du déplacement parce qu'exemple, selon d'où qu'ils partent à un certain moment, mais l'infrastructure est plus rare à ce niveau-là. Mais sinon, normalement, on parle d'environ en 15-20 minutes, là, le citoyen est en mesure d'avoir accès à toute cette offre. C'est certain que si on est en Abitibi puis que les municipalités sont très, très, très éloignées, je comprends, c'est une autre réalité. Mais généralement, là, dans la moyenne, on parle environ 20 minutes. J'aimerais ça vous dire que toutes les municipalités, vous êtes en mesure d'offrir ce qu'on voit sur la photo. Mais les municipalités rurales, si c'est le cas chez vous, faites-moi signe, je voudrais avoir une belle visite là, de vos installations. Mais une municipalité, rarement, en milieu rural, va être en mesure d'offrir une salle de spectacle, d'avoir accès à l'école secondaire, d'avoir accès à la bibliothèque, d'avoir accès à un centre culturel, d'avoir accès à un aréna, d'avoir accès à un complexe aquatique, d'avoir accès à un complexe de soccer et autres. Je pourrais vous en nommer plusieurs. Fait que de là, l'importance de coopérer. Coopérer permet aux citoyens d'avoir accès à tous ces services-là de proximité sans que ça soit généralement dans sa propre localité. De là, le fait d'être complémentaire d'une municipalité à l'autre. La coopération permet plein de choses, dont de réaliser des économies d'échelle. Le fait d'être complémentaire va vous permettre d'investir différemment auprès de votre municipalité puis d'offrir une offre que les voisins ne pourront pas offrir. Exemple, si on parle de 2 municipalités rurales loin des pôles centres, bien justement, Mme Nicole, vous avez parlé de la pomme track. Mais si chez vous, vous aménagez la pomme track, bien peut-être que la municipalité voisine va aménager une surface de deck hockey, puis l'autre municipalité va aménager un beau skatepark pour les ados, mais que mis ensemble, c'est une offre complémentaire, diversifiée et intéressante pour vos citoyens. Parce que si vous investissez, exemple, sur les 3 infrastructures chez vous, bien, peut-être qu'il ne vous restera plus assez d'argent pour développer le loisir culturel, développer les cours de danse, développer
des outils pour soutenir vos bénévoles qui vont assurer une mobilisation citoyenne, une implication citoyenne. Fait que c'est une roue qui tourne. Oui, puis c'est de réfléchir aussi à quelle municipalité offre quoi. Exemple, la municipalité qui a la Pomme-Trac, est-ce que c'est une municipalité où il y a un local des jeunes, qui a une maison des jeunes déjà sur place? Est-ce que c'est là qu'il y a l'école secondaire? Ou est-ce que les jeunes vont peut-être, le parent, au lieu de se déplacer pour un après-midi, mais va aller porter son enfant, puis va aller le rechercher peut-être en fin de soirée? Parce que le jeune va être en mesure de combler son déplacement puis d'être présent pendant plusieurs heures aussi. Puis il y a certaines municipalités que j'ai vues dans les dernières années. Là, je ne dis pas que c'est réaliste chez vous. Là. Je vous lance plein de pistes de ce que j'entends beaucoup dans le milieu. Il y a des municipalités qui se sont rendues compte en période hivernale que les jeunes flânaient dans les rues, puis les commentaires que les jeunes avaient, c'est on n'a rien à refaire l'hiver chez nous. Il y a de la neige, il fait froid, on n'a pas le goût d'aller patiner, puis ça. Fait que la municipalité a mis en place un service de transport avec le transport collectif de la MRC pour qu'à tous les vendredis soirs, il y ait une navette qui va porter les enfants à la station de ski, qui est environ à 30 minutes de route. Puis à la fin de soirée, ramène les enfants à la localité, puis ils vont faire des arrêts à chaque cœur villageois sur la route principale pour s'y rendre. Ce qui fait en sorte que là, on vient de s'ajuster à un enjeu de déplacement en période hivernale. Puis les jeunes, c'est un endroit où ils se rassemblent, qu'il y a une certaine cohésion, puis ils discutent ensemble. Mais pour ça, il a fallu que les municipalités s'assoient ensemble, puis déterminent comment elles allaient s'y prendre. Puis finalement, c'est le transport collectif de la MRC qui était le plus approprié là, pour ça. Puis dans certains cas, c'est même la station de ski qui va jusqu'à débloquer un budget pour payer le transport parce qu'ils savent que ça va amener une certaine rentabilité dans sa soirée. Puis au niveau des maisons des jeunes, c'est de voir aussi, là, vous avez des travailleurs de rue qui peuvent se déplacer chez vous. Je sais qu'il y a certains milieux qui ont encore accès aux travailleurs de rue, puis qui font des animations, des activités. Comme ça, des fois, les municipalités peuvent planifier un système de navette. Exemple, une fois par mois, on se dirige en telle municipalité pour telle activité ou tel événement. Ça peut être une option. Mais oui, je le sais qu'au niveau des déplacements, c'est un enjeu. C'est sûr que le jeune ne partira pas en vélo sur une route numérotée puis faire 20 minutes de vélo. Ça peut être dangereux à plusieurs endroits. Ensuite, l'autre élément, la coopération permet d'augmenter la qualité des services offerts. Concrètement, je dirais, exemple, vous avez une programmation de loisirs, vous prenez en charge la réalisation d'un cours de Zumba. La municipalité voisinante offre un cours de Zumba, puis l'autre municipalité offre un cours de Zumba. Mais dans tous les cas, vous avez le nombre minimal pour partir le cours. Dans certains cas, le cours ne part pas par manque d'inscription. Puis dans d'autres cas, le cours va partir, mais à un service plus réduit parce que vous êtes moins de gens, puis la qualité est moins présente. Fait que ça aussi, des fois, c'est des petites initiatives, le fait de vous asseoir ensemble, puis assurer une certaine cohésion, puis une complémentarité au niveau de la programmation. Au niveau de la programmation, c'est quand même simple, mais c'est super efficace. Donc ça aussi, c'est une autre option à ce niveau-là. Ensuite, c'est d'assurer l'efficacité d'un service préexistant, la complémentarité sur le territoire, on vient d'en parler, de mettre fin à un dédoublement coûteux des services. Ça aussi, on en a parlé, là, autant au niveau des infrastructures qu'au niveau des programmations également. Ça permet aussi de réduire les risques financiers et politiques des municipalités, puis de conserver l'autonomie et l'identité des communautés. Ça, c'est l'élément que je vous ai mentionné tout à l'heure. La coopération intermunicipale est complémentaire à l'offre locale, puis ça permet aussi de conserver l'autonomie des municipalités. Puis c'est important de garder votre saveur locale pour ne pas disparaître à travers l'identité des autres, mais vraiment garder votre identité, mais arriver avec des compléments pour bonifier ce que vous êtes présentement. Puis, échanger des bonnes pratiques. Dans certains cas, il y a certains endroits où les élus échangent entre eux au niveau de leur offre en loisirs, au niveau des projets qui s'en viennent pour assurer une certaine cohésion, une certaine complémentarité. Dans certaines MRC, c'est des discussions qui se tiennent au niveau de la table des maires. Dans d'autres MRC, c'est vraiment un comité, plus d'élus au niveau loisirs. Puis dans d'autres MRC, c'est plus les professionnels en loisirs qui s'assoient ensemble puis qui partagent l'information par la suite à leurs élus. Fait que c'est vraiment une géométrie variable d'un endroit à l'autre. Mais l'échange des bonnes pratiques est quand même un élément clé à ce niveau-là. Je ne vous le cacherai pas, la coopération intermunicipale, j'aimerais ça vous dire qu'elle est
sans enjeu, sans frein et que ça va toujours bien. Ce serait dans le meilleur des mondes. Par contre, quand il vient le temps de mettre en place une coopération intermunicipale, il y a quand même certains éléments à prendre en considération pour assurer sa durabilité dans le temps. Je tenais à vous les présenter aujourd'hui. Après, je vais vous parler quand même des principales conditions de succès. Là. Je ne vous laisserai pas sur les éléments à faire attention. Le premier élément, c'est que le personnel embauché, que ce soit une personne à la MRC pour soutenir la coopération intermunicipale, que ce soit une entente entre 2, 3, 4, 5, 6 municipalités, c'est que la personne quitte son poste après quelques mois seulement. Ça, je vous dirais, c'est l'élément qu'on entend souvent parler, mais il y a des solutions pour contrer ça. Il y a des solutions, le fait d'avoir des ententes claires, d'avoir un mode de fonctionnement clair, le fait d'avoir des tâches préétablies, qui ait un lien de confiance, ça, c'est l'élément à garder en tête, là. La confiance est primordiale au niveau d'une coopération durable à long terme. Ensuite, les méthodes de fonctionnement de l'entente font l'objet d'interprétations divergentes. S'assurer qu'il n'y ait pas de place à interprétation au niveau de l'entente. Par la suite, ce sont toujours les citoyens d'une municipalité qui doivent se déplacer vers l'autre. Tout à l'heure, je vous parlais que l'offre locale est primordiale. Ça, c'est l'élément clé. Là. Si vos citoyens se doivent de toujours quitter votre municipalité pour aller dans la municipalité avoisinante, ça se peut qu'on vienne fragiliser votre propre service local. C'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que la coopération, ça se passe des deux bords. Moi, j'ai toujours comparé ça à une relation dans un couple, que ce soit gagnant-gagnant des deux côtés, sinon, il y a une des deux personnes qui se tanne et qui quitte. Il faut vraiment que ça soit le lien de confiance et équitable d'une municipalité à l'autre. Un changement de garde au conseil municipal qui ferme la porte à la poursuite de la coopération. On n'est pas exempt au Québec, on a des élections municipales aux 4 ans. Le fait d'avoir des ententes claires, des ententes durables, bien établies, s'assure que ça soit durable dans le temps. Mais aux 4 ans, c'est sûr qu'il y a toujours le projet qui peut être fragilisé. Si les bases, si la fondation est solide, on vient quand même d'assurer une durabilité un petit peu plus dans le temps. Ensuite, que l'un des partenaires financiers se retire, ça, on n'est pas exempt de ce point-là. La confiance entre les partenaires qui s'effrite. Les attentes à court terme qui sont trop élevées. C'est certain que si, exemple, vous me dites, Émilie, demain matin, nous, notre entente est prête, on décide de procéder à l'embauche d'une ressource intermunicipale. Super, on ouvre le poste, on va dire, exemple, 1er janvier, la personne rentre en poste dans votre municipalité, mais il faut s'attendre à avoir des attentes claires à court terme qui ne sont pas trop élevées, parce que si vous vous attendez à ce que cette personne-là connaisse tous les bénévoles de votre communauté, de celle de la municipalité avoisinante, qu'elle soit en mesure de développer la programmation de loisirs, qu'elle ait préparé 2 événements hivernaux, puis qu'à fin avril, tout soit prêt, tout soit déployé avec un beau lien d'implication sociale, mais peut-être que les attentes sont un peu trop élevées, là. Il faut vraiment y aller réalistement pour la suite. S'il y a trop d'ententes de coopération différentes à gérer en même temps. Dans les municipalités, vous avez, dans certains cas, des ententes pour les services incendie. Des ententes avec la municipalité avoisinante sur la gestion de l'aréna, des ententes au niveau de la coopération de loisirs, des ententes sur d'autres sujets, le déneigement, etc. Mais des fois, ça fait comme trop d'ententes. C'est important de s'assurer qu'il y ait les bonnes personnes préétablies aux bons endroits, puis qu'on ait les bonnes personnes pour intervenir au bon moment, pour être sûr de rien échapper à ce niveau-là. Ensuite, on ne s'entend pas sur la question de l'accessibilité universelle versus l'utilisateur payeur. Ça aussi, des fois, dans certains cas, c'est un enjeu. Est-ce que, exemple, dans ma municipalité, je veux offrir l'offre en loisir gratuitement? Peut-être que oui, mais moi, je voudrais que mes citoyens aient accès gratuitement aux activités de la municipalité avoisinante, mais eux ne veulent pas. Fait que c'est juste de s'assurer d'avance, quelles sont les attentes? Est-ce que c'est utilisateur-payeur? Est-ce que les municipalités déboursent un montant au niveau de l'accessibilité, etc.? Fait au niveau des freins, c'est de s'assurer d'avoir une entente claire. Puis le contexte économique global qui empêche la mise en œuvre complète de l'entente. Ça aussi, c'est un autre élément en considération. Au niveau des principales conditions de succès, parce que c'est important de miser sur cet élément-là, c'est de miser sur les offres de loisirs préexistantes et de veiller à assurer une animation sur chacun des territoires. Quand il vient le temps de développer une coopération, surtout si on touche une coopération qui touche les programmes, les événements, vraiment ce que vous offrez déjà actuellement dans vos municipalités, je vous dirais, maintenez ce qui fonctionne bien chez vous. Misez sur chacune des forces des municipalités présentes au niveau de la coopération,
Mais des fois, le fait de coopérer permet d'ajouter un petit plus. Des fois, on offre un bel événement, mais là, des fois, ça permet d'ajouter une petite qualité de l'expérience pour aller rejoindre les citoyens davantage. Fait que misez sur ce que vous faites, misez sur vos forces, parce que chaque municipalité, vous avez vos propres forces, puis vous rayonnez à votre façon. Fait que misez là-dessus pour la suite. Faire preuve de vision à long terme. Je ne vous poserai pas la question ce soir, mais ayez le questionnement en tête. Est-ce que vous avez un plan d'action qui touche le développement du loisir dans votre communauté? Il y a certaines municipalités qui me disent oui. Il y en a d'autres qui me disent non. Je ne le cacherai pas. Environ 90% des gens me disent Émilie, je n'ai pas de plan d'action. Je l'ai dans ma tête. Je sais que j'ai une programmation de loisirs à faire. Je sais que j'ai un camp de jour à faire. Je sais qu'il faut que je soutienne mes bénévoles, mais je n'ai pas de plan de match pour mon année. Je n'ai pas mon plan de match à court, moyen et long terme. Dans le sens qu'il y a un programme de subvention qui rouvre aujourd'hui. Mais je n'ai pas de projet à déposer. Mais vite, sur le coin d'une table, je vais en développer un avec la municipalité avoisinante. Là, on voulait, exemple, développer aménager un nouveau terrain de soccer ensemble. Oui, mais non. Oui, je comprends. Mais en même temps, c'est des projets qui doivent être réfléchis en amont. Et des projets qui doivent être planifiés autant financièrement qu'au niveau des ressources humaines ou autres. Fait que prenez le temps de vous faire une vision à court, moyen et long terme. Court, moyen et long terme sur le type d'entente de coopération, mais au niveau de l'offre que vous souhaitez offrir également. Insérer la démarche dans le cadre d'un plan d'action pour lequel les citoyens ont été consultés. On consulte beaucoup nos citoyens pour les politiques familiales MADA, politiques municipalité, amis des enfants, etc. Mais essayez de voir à l'intérieur de ces politiques-là si vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'informations ou du moins ajouter certaines questions pour être sûr d'être alimenté en tant que municipalité pour voir qu'est-ce que vos citoyens souhaitent avoir et qu'est-ce que les citoyens de la municipalité voisine voudraient avoir aussi pour s'assurer d'une certaine complémentarité entre les offres à ce niveau-là. Tendre à l'équité dans la méthode de répartition des charges financières tout en acceptant d'être flexible. Ça, je vais vous le présenter. Il y a différentes méthodes au niveau de la répartition financière qui peuvent être intéressantes pour vous selon les types de coopération. Éviter les zones grises, ça, je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Puis, s'il y a des employés, prendre le temps de préciser de qui elle relève, puis c'est qui son boss en cas de problème. T'sais. La personne interpelle qui? Ça arrive souvent que dans le type d'une coopération intermunicipale, exemple qu'on parle de 3 municipalités, tout le monde est l'employeur dans les 3 municipalités, mais qui est le porte-parole pour l'équipe? Ça arrive souvent qu'il y a des ressources intermunicipales qui me disent Émilie, moi, si je veux, exemple, négocier mes conditions salariales ou ça va juste, j'ai des enjeux au niveau de mon horaire, au niveau de mes actions à entreprendre, je rencontre les 3 conseils séparés. Je n'ai pas un comité de travail, je n'ai pas un porte-parole au nom des municipalités. Fait que ça, c'est super important d'établir une personne ressource pour soutenir cette ressource. Ensuite, faire preuve de flexibilité selon les circonstances. Ça se peut qu'il y ait une année que votre fête, exemple, nationale soit déplacée d'une journée ou autre pour X raisons, parce que la municipalité voisine fête peut-être son 365e anniversaire, puis ça demande un ajustement au niveau des dates de vos événements. Ce ne sera pas de même à chaque année, mais il y a peut-être certaines occasions où ça va demander les ajustements des différents parties. Assurer une communication régulière entre les partenaires et avec les populations. Je ne le cacherai pas, ça arrive souvent qu'il y ait quand même de la sensibilisation à faire auprès de vos citoyens. Les citoyens vous demandent hey, on aimerait ça avoir un aréna chez nous, on voudrait ce type de, ou un aréna patinoire ou autre, mais que financièrement, ce n'est pas possible, mais prenez le temps de le mentionner aux citoyens, le pourquoi du pourquoi. Ça arrive souvent qu'on ferme la porte, qu'on dit aux citoyens non, on ne va pas là cette année, la municipalité voisine, ils le font. Mais les citoyens n'ont pas le fond de l'histoire. C'est là des fois qu'après ça part, puis la petite situation devient très gros. Fait que ça, imaginer pour la personne en loisir, c'est elle qui récolte, on va dire, tous ces commentaires. Fait que des fois, juste d'être transparent, de transmettre les bonnes informations, ça peut être très, très rassurant pour les employés, mais aussi pour les citoyens, surtout dans le cadre d'une entente de coopération. Maintenir la sensibilisation des élus aux avantages de la coopération. Ce que je recommande souvent, c'est quand on parle d'une coopération, exemple à 2, 3, 4 municipalités ou plus, c'est d'inciter, comment je peux dire, au niveau des élus à la table, au comité de travail, au niveau des élus à chaque mois. Je recommande souvent d'avoir 20 minutes quand c'est possible. Dans certains cas, c'est 15. D'autres sont capables de négocier 30 minutes à chaque mois pour venir présenter
qu'est-ce qui s'est passé en loisir dans le dernier mois, mais qu'est-ce qui s'en vient aussi. Fait que comme ça, les élus, vous êtes au courant de ce qui se passe sur le terrain, vous êtes au courant des différentes situations, puis pour vous, c'est rassurant de savoir ce qui se passe. Fait que si des citoyens qui vous interpellent, vous savez quoi répondre à ce moment-là. Fait que des fois, ce 15, 20, 30 minutes-là peut être super intéressant, mais c'est surtout un outil de travail pour vous, pour les prises de décision à venir. Puis s'il y a des petits problèmes, des fois, au niveau de la coopération, mais c'est à ce moment-là qu'on peut en discuter, qu'on essaie de trouver des pistes de solutions pour s'assurer que tout le monde soit bien là-dedans. Par la suite, assumer que chaque partenaire chez soi a ses responsabilités propres en matière de services en loisirs. Chaque communauté doit rester responsable de la prise en charge du loisir chez soi. Ça, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Je ne vais pas élaborer plus loin à ce niveau-là. Respecter la manière de travailler des autres partenaires. Ça se peut qu'il y ait des municipalités qui vous avancez super, super vite, ça va bien, vous savez où est-ce que vous vous enlignez, votre plan d'action est fait. Mais pour la municipalité voisine, c'est peut-être différent. Fait que juste de s'assurer de trouver le bon rythme pour les deux. Peut-être qu'elle qui est très lente, elle va pouvoir activer un petit peu. Celle qui va très vite va pouvoir diminuer un petit peu pour trouver un entre-deux, juste pour que les deux parties vous vous sentez bien puis qu'on crée vraiment le lien de confiance à ce niveau-là. Puis souligner les réussites. Là, je vous ai présenté les enjeux, je vous ai présenté les différentes principales, les différentes conditions de succès aussi au niveau des coopérations, le pourquoi d'une coopération. Mais là, un coup qu'on a tout ça en main, on commence par quoi? On commence par où? Dans le sens que la coopération peut se faire de différentes manières. Ça peut être une petite, une moyenne ou une grosse coopération. Il y en a dans certains cas que c'est des coopérations à long terme, il y en a d'autres que c'est ponctuel, etc. Fait, première étape, c'est important de voir localement, chez vous, c'est quoi la lecture des enjeux stratégiques? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Puis ensuite, faire la même démarche avec les municipalités avoisinantes avec lesquelles vous envisagez développer une coopération pour être sûr que vous soyez au même endroit au niveau de la lecture des enjeux. Dans certains cas, vous allez le faire localement avec les ressources que vous avez à l'interne, mais dans d'autres cas, vous avez besoin de peut-être une vision externe là, pour venir vous accompagner là-dedans. Sachez que les URLS, les unités régionales de loisirs et de sport de chacune des régions administratives, est en mesure de vous accompagner. Ce que je vous présente là, dans chacune des URLS, il y a un agent ou un conseiller, selon le titre de chacun, qui est en mesure de venir vous donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur le type d'accompagnement parce que c'est différent d'une région à l'autre, mais sachez que vous avez des ressources à votre disposition. Première étape, lecture des enjeux stratégiques. Lecture des enjeux stratégiques. Un coup qu'on a le tout en main, on essaie vraiment de voir c'est quoi l'organisation de la démarche pour en arriver par la suite à la documentation de l'état des lieux. Si, exemple, votre coopération mise davantage les infrastructures, et on va prendre le temps de voir qu'est-ce que chaque municipalité possède, dans quel état est l'équipement, dans quel état est l'infrastructure, où sont les manques de services, est-ce qu'on a des trous de services à quelques endroits qu'on pourrait venir bonifier. Fait qu'on prend vraiment le temps de faire une documentation des lieux, puis une analyse du portrait obtenu. Fait que ça, je vous dirais que c'est l'élément comme numéro, on va dire 1 à 4, là, qui est super important, de se faire une fondation solide, être au même endroit avec les municipalités avoisinantes, avoir la même vision des choses. Ensuite, présentation et interprétation des constats. Parce que ça arrive souvent qu'il va y avoir dans ce type de démarche-là, quand vous avez la chance d'avoir un professionnel en loisir, déjà, il va être interpellé. Dans certains cas, ce n'est pas le cas parce qu'ils veulent aller vers l'embauche d'une ressource. Dans d'autres cas, ça va être la direction générale qui est présente. Dans d'autres cas, c'est un élu municipal. C'est important que la présentation et l'interprétation des constats soient faits au niveau de l'équipe municipale, soient faits au niveau du conseil municipal, mais également au niveau de la direction générale, s'il n'est pas impliqué dès le départ dans la démarche, pour être sûr que toute l'équipe soit informée, qu'ils soient au même endroit pour la suite des prises de décision. Ensuite, appropriation et débat, le modèle et les options d'action. Le mot débat, je vous l'ai mis, mais en même temps, moi, j'aime mieux des discussions là, pour trouver la meilleure solution entre vous. Puis ensuite, mise en œuvre et formalisation d'une entente. Parce que dans certains cas, ça, j'arrive dans quelques secondes, il y a des ententes formelles et des ententes informelles selon ce que vous décidez de développer. Puis suivi, communication, évaluation et ajustement. Le point 8, c'est souvent le point qu'on a tendance à négliger, mais qui, selon moi, est un des plus importants. Ça arrive souvent qu'au niveau de l'entente, on vient de signer les papiers, on vient de mettre en place le type d'entente de coopération, mais après, les suivis tombent.
On fait des petits suivis de premier mois, voir comment ça va bien, super. Ah, on se revoit dans 3 mois, dans 6 mois. Ah, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé. Puis quand ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé, c'est là des fois qu'il arrive des petits pépins, des petits enjeux de communication, des petits détails qu'on aurait pu régler en cours de route, qui vient fragiliser le lien de confiance, puis en sorte que la coopération diminue de fois en fois. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir un suivi puis une communication constante. Si on parle, exemple, une coopération intermunicipale, mettons plus au niveau d'une programmation de loisirs, moi, je dirais les indications au niveau du nombre d'inscriptions, au niveau du nombre de cours qui ont été annulés, le nombre de cours qui ont parti. Puis au niveau des participants, vous pouvez même, exemple, à la fin de, exemple, si vous avez un atelier qui est sur une séance, exemple, de 8 semaines, bien, à la fin des 8 séances, bien, le participant peut peut-être compléter un petit questionnaire là, à la fin du cours avant de quitter pour avoir un peu son avis sur la qualité de l'expérience. Fait que ça, c'est le type d'indicateur qui pourrait être intéressant. Quand on parle d'un service, exemple, de camp de jour intermunicipal, ce que j'ai déjà vu, c'est beaucoup des sondages auprès des parents, mais c'est beaucoup auprès des enfants. On ne se le cachera pas, les parents voient un peu c'est quoi le camp de jour, mais c'est les enfants qui sont quand même bien placés là, pour avoir un peu le feedback de leur été. Fait que ça, des fois, on oublie d'aller chercher nos jeunes. Fait que je dirais que c'est vraiment géométrie variable. C'est sûr, quand on tombe dans une entente, exemple, de gestion d'aréna, plus au niveau de la coopération à ce niveau-là, je dirais avec le nombre d'inscriptions, mais j'irais beaucoup avec la satisfaction de chacune des municipalités, plus que les utilisateurs. Pour voir, bon, mais les municipalités, celles qui partagent les infrastructures ou les municipalités entre elles, comment vous voyez le service? Est-ce que ça vous convient? Quels sont les commentaires obtenus des citoyens et autres? Et j'irais plus à ce niveau-là, au niveau infrastructure. C'est pour ça, je dirais que ça dépend du projet. Ici, je vous mentionnais là, au niveau des modèles de coopération, il existe plein de types de modèles. Mais juste avant d'aller plus loin là-dedans, je voulais vous dire, peu importe le type de modèle que vous choisissez, prenez le temps d'aller chercher les services juridiques auxquels vous avez accès en tant que municipalité, parce qu'il y a certaines ententes qui sont vraiment régies par des lois québécoises. J'aimerais ça vous dire, tel type de projet, allez vers telle entente, je vais vous aider à rédiger le tout, mais il faut aller encore un peu plus loin au niveau juridique là, pour être certain de rien échapper à ce niveau-là. C'est sûr que si on parle, exemple, d'une entente informelle, une entente où il n'y a pas nécessairement d'engagement officiel entre les municipalités. Concrètement, chez moi, j'organise un festival, une fête où je rejoins des jeunes qui veulent jouer au soccer. Puis que j'invite les municipalités avoisinantes à venir avec leurs jeunes pour jouer au soccer chez moi. Mais ça ne demande pas nécessairement l'élaboration d'une entente formelle avec un contrat de service. Ça peut être une entente informelle. Telle journée, venez chez moi, on va aménager l'événement pour que vous soyez les bienvenus. C'est sûr que si on parle d'une entente où c'est exemple un service de camp de jour unifié, un camp de jour intermunicipal, ça c'est autre chose. Parce qu'on va parler de partage de ressources humaines, on va parler financièrement, il y a des décisions à prendre, au niveau politique, il y a des décisions à prendre. Là, ça vaut la peine d'avoir une entente plus formelle, une entente écrite, une entente par biais de résolution municipale, etc. Fait que ça, je vous dirais, il faut vraiment y aller selon chaque type de projet. Fait que, première entente qui est l'entente informelle. Ce type d'entente-là, c'est souvent une entente qui est négociée entre 2 personnes. Une entente qui est faite comme il est écrit de manière informelle, qui est souvent de vive voix, dans d'autres cas par écrit, exemple par un courriel, une petite feuille de papier. Puis normalement, ce type d'entente-là, les conseils municipaux ne l'adoptent même pas par résolution. Fait que c'est vraiment une entente rapide pour des petites coopérations. Ensuite, il y a la corporation intermunicipale. Ça, c'est le type d'entente qui est moins présente au Québec actuellement. Normalement, la corporation intermunicipale, c'est la mise en place d'un OSBL qui va s'assurer de l'exploitation puis du déploiement au niveau de la gestion d'infrastructures, d'équipements majeurs au niveau supralocal. Exemple, un OSBL qui est mis en place pour la gestion du complexe aquatique dans la MRC. Fait que ça, c'est une possibilité, mais je dirais qu'au Québec, c'est moins populaire actuellement. Il y a le comité intermunicipal de loisirs. Ça, c'est très présent lorsqu'il vient le temps de mettre en place un comité intermunicipal qui va venir soutenir le déploiement du loisir intermunicipal. Ce qui veut dire, on est 3 municipalités, on décide
de collaborer ensemble, puis de déployer notre offre de services en complémentarité. Mais on va mettre en place un comité intermunicipal où on a des gens de chacune des municipalités pour s'assurer d'une cohésion au niveau de l'offre qui est offerte. Par la suite, délégation à la MRC. À ce niveau-là, c'est qu'il y a certaines MRC au Québec qui ont la chance d'avoir un agent de développement loisir à la MRC, un agent de développement qui va venir soutenir les municipalités dans le déploiement de leur offre de services. On ne parlera pas de l'offre de services locale, on va parler de l'offre de services intermunicipale. C'est une ressource qui, dans certains cas, va venir soutenir le travail des professionnels en loisirs au niveau de la concertation, qui va s'assurer de soutenir au niveau de la gestion, mais aussi de l'utilisation des infrastructures plus régionaux et autres. Donc ça, c'est la MRC qui prend un rôle beaucoup plus important au niveau du déploiement du loisir intermunicipal. Puis, contrat de service, où est-ce qu'on va à l'interne. Suite à la présentation d'aujourd'hui, vous allez avoir accès au PowerPoint, puis vous allez avoir un hyperlien à l'intérieur du document PDF, un hyperlien qui va... un hyperlien qui va vous faire la présentation vraiment précise des 5 types d'ententes, puis les éléments juridiques à respecter. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer trop en détail dans les aspects juridiques, ce n'est pas mon expertise, et je vous invite très, très, très fortement à aller consulter le tout avant d'établir quoi que ce soit. Selon le type d'entente, il y a 3 manières. Il y a plein de manières, mais dont 3 principales qu'on met en place au niveau de l'utilisation de la répartition financière. Selon le type d'activité, selon le type de coopération qui a été déployé, si on prend l'exemple d'une programmation de loisirs. Exemple, la municipalité avec celle avoisinante, vous développez une programmation de loisirs intermunicipale, mais pour l'embauche, exemple, d'un graphiste pour créer la programmation, mais dans certains cas, les municipalités vont venir répartir les dépenses selon le pourcentage de population dans chacune des municipalités. Exemple, si chez moi, j'ai 60 % de la population, la municipalité avoisinante 40 %, mais on va répartir les coûts 60-40. Ça, c'est une méthode de répartition financière. Dans d'autres cas, ça va être selon les usagers. J'ai vu des collaborations de coopération intermunicipale où les municipalités s'étaient rassemblées pour l'utilisation d'un aréna. La municipalité qui possède encore, je ne sais pas si posséder, mais elle est encore existante, qui possède l'aréna s'assure de toute la gestion de l'infrastructure, mais les municipalités avoisinantes ont décidé de payer un montant selon les usagers qui vont fréquenter l'aréna de telle municipalité. Comme ça, c'est un soutien supplémentaire, mais en même temps, la municipalité ne s'engage pas à défrayer tous les coûts relatifs à l'aréna. Puis l'autre élément, c'est selon la richesse foncière uniformisée. Ça aussi, c'est une autre option là, selon le type d'entente. Celle-ci, on la voit souvent quand il vient le temps de procéder à l'embauche d'une ressource en loisir. Ça arrive souvent que les municipalités vont choisir cette option-là pour la répartition. Avez-vous des questions sur ce bloc qu'on vient de voir ensemble? Ça va? Super. Je vais vous présenter, je vais tomber dans le concret, dans des initiatives qui ont été développées au Québec. Je vais vous en présenter 3. Il y en a une qui touche plus la programmation de loisirs intermunicipale. La deuxième touche l'embauche d'un professionnel en loisirs intermunicipal. Puis la troisième touche l'embauche d'un professionnel en loisirs à la MRC. J'ai vraiment voulu vous présenter les 3. Si vous avez des questions qui viennent en tête, j'aimerais savoir des informations sur tel ou tel type d'entente, faites-moi signe, puis je vais vous trouver l'information. Je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui, je vais vous transmettre l'information suite à la présentation d'aujourd'hui pour être sûr que vous ayez des exemples concrets au Québec là, qui pourraient venir vous soutenir pour la suite. Petit état de situation, coopération intermunicipale, mais plus au niveau de la programmation de loisirs. Les municipalités, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, environ 5-6 municipalités se sont rencontrées, qui se sont dit on a vraiment un enjeu, nos activités ne partent pas ou très peu, on a de la difficulté à offrir un service de qualité auprès de nos utilisateurs, on manque de salles, on n'a pas nécessairement les bons professeurs pour donner les cours, etc. Ils se sont dit on va s'asseoir ensemble puis on va développer une programmation. Fait que la première étape a été voir c'est quoi l'état de situation pour chacune des municipalités. C'est ce que je viens de vous présenter.
Ensuite, c'est de voir l'inventaire de ce qui a été réalisé dans chacune des municipalités. Chaque municipalité a pris le temps de mentionner, mais chez moi, j'ai fait telle activité, chez moi, je fais telle activité, pour voir comment que les municipalités sont complémentaires ou sur quoi elles se dédoublent ou qu'est-ce qui manque présentement dans la communauté. Par la suite, c'est ça, l'inventaire a été fait, toutes les activités ont été ciblées, puis ça a permis de dresser un enjeu, puis de voir qu'il manquait de participants dans certains cours afin de débuter l'offre d'activités. Par la suite, c'est ça, les municipalités ont décidé d'établir un calendrier commun pour s'assurer d'être complémentaires, pour éviter d'avoir des événements au même moment, pour s'assurer d'une maximisation de l'offre sur le territoire, ce qui fait en sorte qu'un citoyen, le citoyen a accès à plein de services au lieu de juste celle de sa communauté, puis pareil pour les événements également. Donc, la municipalité a décidé de déterminer une personne responsable chez elle, qui est comme le porte-parole, si on veut, de la programmation. C'est une personne contact où ce que le citoyen peut interpeller en cas de questionnement ou autre. C'est la personne qui intervient avec les municipalités avoisinantes également. C'est vraiment ce qu'ils ont fait, qui ont vraiment parti des besoins, ils se sont assis ensemble, ils ont développé une programmation commune, qui ont assuré une diffusion uniforme partout dans les municipalités. Puis je vous dirais que les municipalités qui l'ont fait ont vraiment vu une augmentation du taux de fréquentation à leurs activités. Mais c'est surtout au niveau de la qualité qui est offerte. Dans le sens que ça arrive des fois dans certains cas que les professeurs n'avaient pas nécessairement accès à toutes les ressources, mais le fait d'être ensemble, ils ont maintenu en place les meilleurs professeurs de tous les sports qui ont essayé d'assurer une complémentarité à ce niveau-là. Le deuxième, pour la petite mise en situation, c'est 4 municipalités en milieu rural. Puis un élu qui ça m'a marqué, puis je tiens à vous le partager aujourd'hui, qui m'ont dit « Émilie, je dois me préoccuper des municipalités avoisinantes. Ça va quand même bien chez moi, mais je sais que la municipalité avoisinante, ça va pas très bien au niveau du loisir. » Moi, j'ai comme resté surprise. Naturellement, on pense à sa propre municipalité, on veut déployer notre municipalité, on veut qu'elle se développe, que ça fait l'effet wow. J'ai pris le temps de questionner l'élu, voir pourquoi ils me mentionnaient ça. Ils m'ont dit, tu sais, si la municipalité voisine a meurt, là, moi, je suis le prochain à mourir. Mais en même temps, ils ont raison. C'est pareil comme si vous procédez à l'achat, exemple, d'une maison dans un cœur villageois. Mais si la maison du voisin est propre, c'est beau, mais votre maison prend de la valeur. Si la maison du voisin ressemble à un dépotoir, désolé pour le terme, votre maison perd de la valeur. Mais au niveau de la richesse d'une municipalité, c'est la même chose. Si chez vous, votre municipalité rayonne, si la municipalité voisine rayonne, puis l'autre aussi, ça donne un goût pour les citoyens d'emménager dans votre territoire. Mais si, exemple, il y a juste votre municipalité qui rayonne, puis tout autour, il n'y a rien qui rayonne, désolé, ça ne donne pas le goût. C'est pour ça que cet élu-là a un peu marqué, et puis je lui dis encore aujourd'hui, ça a marqué un peu ma perception du loisir. De là, l'importance de se préoccuper de qu'est-ce qui se passe autour, puis de s'assurer que tout le monde va bien. Si tout le monde va bien, tout va bien aller au niveau du développement du loisir également. C'est ça. Présentement, dans ces 4 municipalités-là, les institutions financières ont commencé à fermer. Fermeture d'écoles primaires qui commençaient à être à risque. Ça allait pas bien. Un départ de jeunes familles. Par la suite, des camps de jour. Les 4 municipalités avaient leur propre camp de jour, puis les municipalités avaient entre 8 et 20 enfants. Fait que c'était vraiment à géométrie variable que les élus se sont dit il faut faire quelque chose, là, ça va pas bien sur le territoire. Puis ça, vous allez le voir au niveau de la coopération municipale, ça part souvent d'un besoin réel sur le terrain. Mais ça, c'était leur besoin à eux. Ils se sont dit il faut faire quelque chose. Et ils ont décidé de procéder à l'embauche d'une ressource en loisirs intermunicipale. Au départ, il y avait 4 municipalités. La ressource était là pour s'assurer d'un soutien aux 4 municipalités au niveau du déploiement de leur offre de services local, parce que ça, je vous l'ai mentionné tantôt, c'est primordial d'avoir une offre locale, mais aussi une cohésion au niveau intermunicipal. Puis l'embauche de la ressource a permis aussi de passer de 4 camps de jour à 1 camp de jour. Au lieu d'offrir un camp de jour, je ne sais pas si on peut appeler ça un camp de jour de 8 enfants, je dirais un service de garde à 8 enfants, à un service qui, finalement, au bout de la ligne, avait plus que 70-80 enfants parce que la qualité d'expérience était présente. Les parents des municipalités avoisinantes, qui n'étaient même pas dans l'intermunicipal, ont décidé d'emmener leurs enfants dans ces municipalités-là pour les services de loisirs, pour les camps de jour, ce qui n'arrivait pas avant. Les 4 municipalités, le fait d'avoir une personne en loisirs, ça a permis d'assurer une complémentarité entre l'offre.
Il y a une municipalité qui avait le terrain de balle, l'autre le terrain de soccer, l'autre municipalité la patinoire extérieure. Le parc municipal, il y en avait partout. Les événements, c'était complémentaire. Il y a une municipalité qui organisait la fête hivernale, l'autre la fête de la Saint-Jean. C'était vraiment variable d'une municipalité à l'autre, mais ensemble, les citoyens étaient en mesure d'avoir un service comme une ville, avec une qualité d'expérience qu'ils n'avaient pas avant. Donc, le fait de coopérer en met plein d'éléments positifs de ces communautés-là, tellement qu'après un certain temps, il y a 2 autres municipalités qui ont levé la main et ont dit « Hey, oh, on est là, on aimerait ça joindre à vous ». Fait que, il y a d'autres municipalités qui avaient refusé initialement de collaborer dans l'entente, qui ont levé la main, qui ont dit « On a besoin de vous. On veut travailler avec vous ». Fait que ça a été un gros plus. Puis, ça a permis de dynamiser le territoire. Parce que l'école primaire est encore ouverte aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était limite. Ils ne savaient pas s'ils allaient la fermer. Il y a des nouvelles familles qui sont arrivées. Je ne sais pas, les élus ont travaillé très, très fort au niveau de l'optimisation de leur offre en loisirs. Ils ont cru à l'importance du loisir. Ils ont cru aux investissements qu'ils ont faits. Ça rapporte aujourd'hui. Puis, un autre élément, ça a permis, je ne vais pas vous lire tous les petits picots là, que j'ai sur la présentation, ça vous l'aurez en main. Et l'autre élément, c'est la maximisation des installations. Les élus m'ont dit, Émilie, c'est le fun, il y a des gens sur notre terrain de soccer à tous les soirs de la semaine. Ce qu'ils ne voyaient pas avant, parce que maintenant, il y avait une offre organisée. Puis on dit, ça se peut, on a moins de jeunes qu'avant, mais notre terrain est toujours utilisé, mais on sait que les autres jeunes sont sur le terrain de balle de la municipalité avoisinante. J'ai vu un parent tantôt partir avec une minivan pleine d'enfants pour aller jouer à la balle. Mais c'est ça, vivre le territoire, puis de s'assurer d'une complémentarité entre chacune des municipalités. Une augmentation du sentiment d'appartenance. Là-dedans, il y a des municipalités. Il y en a une qui est près de 2000 habitants, puis il y en a une autre qui est en bas de, moi je dirais, si ma mémoire est bonne, environ 800 habitants. Dans les 4 municipalités, il y a un comité de loisirs. Puis à chaque année, il y a des élections au niveau du comité de loisirs parce qu'il y a trop une forte demande de la population de vouloir s'impliquer. Fait que ça aussi, ça amène un gros plus au niveau de l'implication citoyenne, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des ados, les adultes, les aînés. Tout le monde se sent interpellé dans cette démarche-là. Puis, un dernier petit picot. Je vous mentionnais tout à l'heure que vous n'avez pas un budget limité. En tout cas, vous ne m'avez pas dit oui encore, mais la recherche, la demande de subventions, le fait que ce soit en complémentarité, c'est une grosse force. On ne se le cachera pas là actuellement. La vision de tous les programmes, ou du moins les programmes qu'on voit passer dans les dernières années, ça arrive souvent qu'il y a une petite énoncée. Est-ce qu'il y a de la coopération intermunicipale? Est-ce que vous êtes complémentaires sur le territoire? Est-ce que votre offre est une plus-value ou on vient d'oublier ce qui se fait déjà sur le territoire? Fait que ça aussi, prenez le temps de voir au niveau des programmes de soutien financier, que ce soit au niveau du MAMACH, le volet sur la coopération intermunicipale, ou le nouveau programme qui est ouvert dernièrement au niveau des infrastructures. Prenez le temps de voir, il y a souvent une petite clause là, qui pose la question. C'est pas pour rien qu'il vous pose la question. Fait que ça aussi, restez alerte à ce niveau-là. Je vais vous présenter l'autre initiative. Ça va pas bien là, mon ordinateur. OK, ça vient de changer. L'autre initiative, c'est l'embauche d'un professionnel en loisirs à la MRC. Le besoin initial, c'est une MRC où ce qu'on retrouve dans 50% des municipalités présentes sur le territoire de la MRC, un professionnel en loisirs qui est embauché localement. Les professionnels en loisirs se rencontrent environ, je dirais, entre 4 et 6 fois par année, parce que c'est à géométrie variable selon les MRC chez nous. Se rencontrent, puis prennent le temps d'échanger sur les besoins, prennent le temps d'échanger aussi sur ce qu'ils vivent dans leur municipalité. Ils sont beaucoup en développement de connaissances, en développement de compétences entre eux. Par contre, ça arrive souvent que c'est une personne qui lève la main. Hey, vous viendrez chez moi le mois prochain, ça va me faire plaisir de vous accueillir, je vais faire l'animation de rencontre. Mais là, ils se sont rendus compte qu'avec le temps qui passe, des fois, il y a un roulement de personnel, puis la table, c'est plus difficile à mobiliser, à maintenir en place, puis il y aurait aimé avoir un soutien d'une personne pour venir les accompagner à ce niveau-là. Une des demandes qui a été faite, c'est l'embauche d'un agent de développement en loisirs à la MRC. Cet agent de développement-là n'est pas présent pour faire du loisir local. C'est vraiment un soutien. Moi, je le vois un peu comme la personne, la petite bougie d'allumage, qui amène le petit plus pour partir des projets, des idées, puis les emmener encore plus loin. Dans certains cas, c'est la personne qui va soutenir la mise en place de camps de jour unifiés. C'est la personne qui va venir soutenir les travailleurs en loisirs au niveau du développement de compétences, qui va offrir des formations à nos travailleurs en loisirs. C'est la ressource qui va aussi venir
assurer une certaine expertise au niveau du Conseil des maires à la table de la MRC, ce qui fait en sorte que des fois, le Conseil des maires ne sont pas certains de la décision qu'ils prennent ou ils voudraient avoir des recherches ou une étude un petit peu plus poussée sur tel ou tel sujet avant de prendre une décision éclairée. Mais c'est la personne qui va venir outiller nos élus. C'est la personne qui va aller chercher des experts ou elle-même, si elle est experte en un certain domaine, va être en mesure de les alimenter afin de prendre la décision la plus éclairée possible. C'est la personne qui va assurer une cohésion plus régionale, plus au niveau MRC, au niveau de la répartition sur le territoire. La personne va venir soutenir les plans d'aménagement, les plans d'urbanisme, pour être sûr qu'on n'oublie pas le volet loisir dans nos réflexions, pour être sûr que est-ce qu'on a pensé à développer un site de plein air, est-ce qu'on a pensé à aménager des parcs de quartier dans nos localités, est-ce qu'on a pensé à assurer une piste cyclante tout au long du territoire de la MRC. C'est la personne qui a un peu le chapeau. Eh oh, le petit loisir est là, n'oubliez-moi pas, puis on fait des petits rappels. Parce que ça arrive souvent, comme je le disais, ce n'est pas un service obligatoire. C'est en sorte qu'il est souvent mis de côté, mais non, il faut le prendre en considération dans toutes les réflexions. La personne en loisir, c'est aussi la personne qui va soutenir, qui va faire quelques recherches au niveau des programmes financiers existants au Québec pour transmettre l'information aux municipalités. Puis dans certaines MRC, c'est la personne qui va en faire un peu de la rédaction aussi de demandes d'aide financière, surtout pour les municipalités qui n'ont pas les ressources et les capacités internes pour procéder à la rédaction de ces demandes-là. C'est vraiment la géométrie variable d'une MRC à l'autre au niveau de son déploiement. J'ai même vu une MRC où ils sont rendus 3. 3 agents de développement loisirs, ce qui est vraiment extraordinaire. Là. Je lève mon chapeau à ces MRC au Québec qui ont procédé à l'embauche d'une ressource à ce niveau-là. Puis, il existe du financement pour ce type d'entente-là, pour le type d'entente de coopération intermunicipale entre certaines municipalités ou même l'embauche à la MRC. Il y a du soutien financier existant. Il y a le fonds FRR, volet 4, au niveau du MAMACH. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 250 000 fait que c'est quand même un bon montant, là, surtout pour, mettons, les 2-3 premières années, là, le temps de se stabiliser, trouver notre structure, d'assurer une certaine cohésion, puis après ça, ben, les municipalités prennent le relais financièrement, mais c'est un bon point de départ. Puis, comme je disais, je ne vous laisse pas partir les mains vides. Je voulais vous présenter des ressources qui sont disponibles pour vous. Il y a la trousse de l'élu en loisirs, qui est un outil, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Internet, là, mais c'est une plateforme, un site web, on va dire ça de même, qui a été développé avec différentes fiches sur différents sujets. Le contenu a vraiment été adapté pour les municipalités rurales, puis davantage pour le milieu politique, mais c'est vraiment ouvert à tous. Moi, ça arrive souvent que j'ai des professionnels en loisirs qui vont prendre du contenu, qui vont s'en inspirer ou qui vont se prendre pour des petits éléments intéressants un peu par-ci, par-là, là, pour acquisition de connaissances aussi professionnelles. Ça, je vous invite fortement à aller consulter le tout. Puis, il y a la fiche coopération et bénévolat dans laquelle vous allez retrouver des informations là, de ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Vous allez beaucoup retrouver, au début de la formation, je vous parlais de Caisse le loisir. Vous allez y trouver aussi tout le loisir d'avant jusqu'à aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2023, on offre le loisir qu'on offre aujourd'hui? C'est vraiment intéressant. Tout le avant-pandémie, puis toutes les modifications qu'on a vues au niveau du loisir, le après-pandémie, il est encore tôt pour voir l'impact, les modifications, les changements qui vont y être apportés, mais je ne vous le cacherai pas, on voit déjà un changement actuellement là, au niveau du déploiement et de l'utilisation de l'offre en loisir. Il existe également un guide pour l'élaboration des ententes intermunicipales. C'est un guide qui a été développé par le MAMACH. Très intéressant. Puis, tout à l'heure, je vous parlais qu'au niveau des 5 principes de coopération intermunicipale, au niveau des ententes, il fallait s'assurer de se coller au niveau du cadre juridique pour être sûr de ne pas rien échapper à ce niveau-là. Mais au niveau du guide, vous allez retrouver des informations et des ressources aussi complémentaires pour vous aider. L'autre élément, c'est le cadre de déploiement des services en loisirs municipaux. Je vous ai présenté aussi, encore là, les 5 grandes sphères au niveau du loisir municipal public, où on parlait de la programmation des événements, on parlait des infrastructures, on parlait de tout le volet ressources humaines, bénévolat, implication citoyenne, aménagement, urbanisme. Au niveau de ce cadre-là, vous avez vraiment le détail de chaque portion, mais aussi des exemples, puis comment s'assurer d'un développement optimal du loisir dans ces différentes phases-là. Puis quand il vient le temps de mettre en place une coopération intermunicipale, je vous invite fortement de partir de ces bases-là solides pour être sûr que chaque municipalité qui est interpellée dans le projet, vous partiez au même endroit au niveau de vos connaissances, au niveau du loisir.
Des fois, c'est un outil de travail que vous pouvez prendre, que tout le monde se donne le devoir d'en prendre connaissance avant, exemple, la première rencontre officielle du comité ou avant la deuxième rencontre. Faites ça, vous partiez sur les mêmes bases. Comme je vous disais, n'hésitez pas à faire appel à vos ressources aussi. Puis en parlant de ressources, il y a le réseau des URLS. Vous allez avoir l'hyperlien. Si vous cliquez sur Unité régionale de loisirs et de sport de votre région, vous allez arriver vraiment aux coordonnées de votre URLS au niveau de votre région, puis vous allez retrouver les coordonnées de la personne qui peut venir vous soutenir aussi à ce niveau-là. Si vous avez de la difficulté à trouver l'information, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous donner les coordonnées là, de la personne contact dans votre région. Ils sont tout extraordinaires. Vous allez voir, c'est facile de travailler avec eux, là. Puis s'ils n'ont pas l'information pour vous aider, ils vont trouver l'information pour vous aider assurément. Puis il y a également votre direction régionale au niveau du match. Un coup, vous avez toutes les ressources en main, il y a également les ressources financières. Je viens juste de vous en parler brièvement, mais au niveau de fonds région et ruralité, où est-ce que vous pouvez aller chercher jusqu'à 250 000 $. Je ne vous lis pas ce qui est écrit, mais je vous invite fortement à aller voir le tout sur Internet. Puis, le dernier élément, au début de la formation, j'avais mentionné, c'est ça, il y a eu plusieurs capsules de formation en soirée, justement, adaptées pour les élus, mais aussi pour professionnels en loisirs qui participaient, qui découlent de la trousse de l'élu en loisirs. Puis la prochaine formation va avoir lieu le 25 octobre. Puis ça va porter directement sur l'aménagement et l'entretien des infrastructures sportives dans vos municipalités. Et je vous invite fortement à y participer si vous le souhaitez. Encore là, c'est gratuit. Puis, tous les enregistrements sont sur Internet. Fait que si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas en mesure d'y participer, mais vous voulez avoir l'information, le tout va être diffusé sur le site Internet de la trousse de l'élu. Fait que ça aussi, je vous invite à aller consulter le tout. Je vais vous dire merci pour votre belle participation. Puis, comme je vous le disais, là, vous allez avoir mes coordonnées dans la présentation. Si vous avez des questions, vous me faites signe, ça va me faire plaisir. Puis, je vous réfère à la bonne personne s'il y a lieu. Puis, je vous souhaite bonne chance au niveau du loisir dans vos communautés. Puis, c'est ça, confiance, structure, puis tout va bien aller pour la suite. Là, c'est vraiment les deux éléments clés à garder en tête. Donc, un gros merci.